on va passer une petite heure pour vous présenter ce que c'est ce protocole pour la durabilité des équipes artistiques. Alors c'est comme au théâtre, c'est encore un titre provisoire. On n'a pas, je le trouve encore un peu long, mais en même temps, il faut qu'il puisse raconter ce qu'on va vous dire. Et c'est un protocole qui est en cours d'élaboration. Donc c'est pas une version finalisée qu'on va vous proposer aujourd'hui, qu'on va vous présenter. Ce protocole, il sera normalement finalisé dans le courant de l'été, rentrée de septembre. Donc c'est un peu un work in progress de ce qui nous a amené dans ce qui nous a intéressé dans cette démarche et comment, en partant d'un protocole qui a été fait pour les lieux et d'une théorie d'une économiste qui s'appelle Katz-Rauwers et dont Cyril va vous expliciter un petit peu de quoi il s'agit, on a voulu, pour les compagnies et pour les équipes artistiques, développer un protocole pour elles-mêmes pour tendre vers plus de durabilité, mais on va le voir dans un sens beaucoup plus large qui ne prend pas uniquement la question carbone dans sa problématique. Donc on va vous présenter le guide tel qu'on l'a imaginé aujourd'hui, dans quel cadre il s'inscrit, et ensuite on va avoir un premier retour d'expérience de la compagnie Rodeo Théâtre qui a pu expérimenter cette première version jusqu'au bout, et on aura un petit temps d'échange tous ensemble. Surtout si vous avez des questions, même en cours de route, n'hésitez pas à nous interrompre parce qu'on n'est vraiment pas nombreux, donc on peut vraiment avoir la forme d'une conversation. Et on voulait peut-être vous demander en préambule qui faisait partie peut-être d'une équipe artistique ici ou pas, ou qui faisait partie d'un lieu, parce que ça nous aidera aussi dans la présentation, un peu comment vous vous situez. Est-ce qu'il y a des équipes artistiques? Une. Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce qu'il y a des entre-deux? Voilà. Inintéressant. Entre deux, c'est les deux ou... C'est fluctuant. C'est fluctuant, ok. C'est okay. Ok. Hybridation fluctuante. Exactement. Ok, merci. Let's go. Ouais. Je vais vous donner quelques éléments de cadrage pour vous expliquer comment arrive ce projet. D'abord un cadrage institutionnel et puis après un cadrage un peu théorique, en tout cas vous présenter rapidement dans quel cadre de pensée on a inscrit le protocole. Cet outil, il voit le jour dans le cadre d'un projet qui est un projet ministériel autour des référentiels carbone. Donc depuis 2 ans maintenant, le ministère a soutenu la mise en place de référentiels carbone, c'est-à-dire de bilan carbone pour chacun des labels qui sont soutenus par la DGCA. Donc pour tous les labels dépendant de la création artistique. Il y a un dispositif qui a été mis en place, porté par les têtes de réseau, c'est-à-dire les associations nationales, qui ont fait du carottage, ont choisi un certain nombre de structures qui représentent leur label pour faire des bilans carbone et se dire, à partir de ce nombre de bilans carbone réduit, on est entre 4 et 5 par label, parfois un petit peu plus, on va pouvoir extrapoler le bilan carbone des autres lieux labellisés, enfin appartenant au même label. L'idée étant qu'on évite à tous les acteurs culturels de s'engager dans une logique de bilan carbone qui est onéreuse, qui prend du temps, et pendant ce temps-là, on n'avance pas, on objective, on pose des chiffres, mais on ne passe pas à l'action. Voilà. Donc ces référentiels carbone, ils existent et ils vont commencer à sortir là. Il y en a certains qui sont déjà sortis sur la musique actuelle, sur les centres d'art. Nous, on s'est occupé de 3 référentiels carbone qui concernent particulièrement le secteur du spectacle vivant, ceux des centres dramatiques nationaux, ceux des scènes nationales et ceux des équipes artistiques. Donc les 2 premiers sont portés par les associations ACDN, Association des centres dramatiques nationaux, et ASN, Association des scènes nationales. Les chiffres, encore une fois, vont être présentés là au printemps. On aura des éléments par rapport à ça. Le ministère était bien en mal pour faire le référentiel carbone pour les compagnies. Parce que c'est qui l'association qu'on va rencontrer qui fédère l'ensemble des compagnies, qui a une suffisamment grande représentativité des différentes esthétiques, etc. Bon. Et du coup, il y a eu un biais, un choix un peu méthodo, un peu différent, qui a consisté à mobiliser une dizaine de compagnies sous une coordination d'une autre compagnie, donc qui était la compagnie du lieu-dit, en disant on va faire déjà 10 bilans carbone de compagnies avec des esthétiques différentes, des tailles différentes, et on va voir déjà ce qu'on apprend dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général du référentiel carbone. En tout cas, sur la partie bilan carbone, je pourrais, si vous le souhaitez, dire 2 mots sur le bilan carbone de compagnie, mais il n'est pas tout à fait terminé, mais je pourrais vous en dire quand même quelques enseignements.
En complément des bilans carbone, sur l'ensemble des référentiels, il y avait un protocole, un dispositif, une méthode d'accompagnement pour passer à l'action. Donc quand on a travaillé avec les scènes nationales, on a mis en place une formation en mode webinaire, on a invité tout le monde à venir suivre cette formation et petit à petit les gens montaient en compétences pour mettre en place des actions. À nouveau, à l'endroit des compagnies, on se dit mais comment on fait ça avec l'ensemble des compagnies françaises? C'est pas possible, on ne peut pas ouvrir un webinaire, on va toucher vraiment trop peu de personnes. Donc la proposition qui a été faite au ministère, c'est de dire créons un outil dont les compagnies vont pouvoir s'emparer ensuite en autonomie, sans faire appel à un prestataire, à un consultant, etc. On construit quelque chose dont elles pourront s'emparer pour construire leur propre plan d'action. Voilà. Donc ça, c'est la naissance un petit peu romancée, où on vous a passé quelques épisodes de ce protocole. Voilà. Donc ça vient répondre à un souhait de donner des outils aux compagnies, aux équipes artistiques, pour définir en interne leur feuille de route de transition écologique. Là, vous avez du coup toutes les compagnies qui ont participé au projet. Donc vous avez bilan carbone et protocole. Donc celles qui ont fait le bilan carbone et celles qui ont participé à la création, à l'expérimentation du protocole. Lieu-dit et Rodéo Théâtre ont participé aux deux volets de cette démarche. Se dire que, et après je vous présente le référentiel plutôt cadre de pensée, le protocole, le protocole qu'on va vous présenter là, il est inspiré, c'est même une adaptation d'un protocole qui existait, qui a été conçu pour des lieux, pour des lieux de diffusion, des lieux de création. C'est un projet européen qui s'appelle Stages et qui a travaillé pour des lieux pour des théâtres, pour faire simple, à un process pour définir là aussi des feuilles de route. Donc on s'est inspiré de ce travail-là, à la fois dans le cadre de pensée, mais aussi dans la méthode, parce qu'elle nous paraissait intéressant, à la fois sur l'ouverture qu'elle proposait sur les questions environnementales et sociales, ce que je vais vous présenter, et surtout parce que c'était une méthode extrêmement participative, pas du tout, et très qualitative en fait, pas du tout basée sur il nous faut des chiffres, des stats, des camemberts, faire notre bilan carbone avant de faire quoi que ce soit. En réalité, il suffit de se poser, de se demander à quel endroit on a des impacts environnementaux, à quel endroit on a des impacts sociaux, et assez rapidement on arrive à dessiner à quel endroit on a envie d'agir. C'est ça qu'on voulait faire, se décentrer un peu de la dimension chiffrée, approche carbone. Et le fait que ce protocole-là ait déjà existé dans des lieux théâtraux nous a permis, nous aussi, en tant qu'équipe artistique, de pouvoir s'en saisir et d'y faire les adaptations à l'intérieur qui nous semblaient justes, parce que ça nous permettait d'avoir un double regard, à la fois on connaît les lieux, on sait comment ils fonctionnent et comment nous on fonctionne en équipe et ce qui nous serait proche ou pas. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on a fait ça en association avec la MC 93. La MC 93 fait partie du programme européen Stages et donc a expérimenté ce protocole, ce qu'on appelle le donut, au sein du théâtre pendant 1 an, si je ne me trompe pas, l'expérimentation. Et ensuite la mise en place du plan d'action, et ça nous a aussi permis d'avoir un dialogue sur ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas. Voilà. Alors justement, le cadre théorique dans lequel s'inscrit ce protocole, à la fois celui pour les lieux et celui pour les équipes artistiques, c'est donc la théorie du donut. C'est une théorie économique qui a été, en tout cas c'est une proposition d'une économiste britannique, Kate Raworth, à la fin des années 2010. Excusez-moi, on peut prendre des photos? Bien sûr. Oui. Vous trouverez sur ça plein de choses en ligne, mais évidemment vous pouvez prendre vous pouvez prendre des photos, il n'y a aucun souci. Tout ça est public pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus que ce que je vais pouvoir raconter là en 2 minutes. Elle a notamment un TEDx qui est super bien fait sur la présentation de la théorie et de la manière dont elle l'a mobilisée. Au départ, c'est un outil qu'elle déploie pour les territoires. Et donc la question, c'est comment on l'amène petit à petit à du micro-économique. Voilà. L'intérêt de ce donut, c'est de penser l'articulation de la dimension environnementale et sociale. On est dans un contexte, vous en avez certainement déjà entendu parler, peut-être même ce matin, où on dépasse un certain nombre de limites planétaires. Voilà, les activités humaines font qu'on a dépassé la capacité de la Terre à se renouveler dans des conditions durables.
Donc c'est le cas du réchauffement climatique, mais c'est le cas aussi de la biodiversité, c'est le cas de la pollution, c'est le cas de l'acidification des océans bientôt, c'est le cas de la nature des sols. Bref, on est en train de dépasser très largement la capacité de la Terre à assurer notre existence. Voilà, tout simplement. C'est un petit sujet. C'est la question de l'habitabilité, de la capacité des hommes à continuer à vivre sur cette Terre. Et aujourd'hui, on dépasse 6 des 9 limites planétaires qui ont été identifiées par un groupe de scientifiques. Donc il nous faut revenir à l'intérieur d'une zone qui permettrait à la Terre de renouveler les conditions de vie. Ces 9 éléments, alors peut-être dans la théorie il y en a un petit peu plus, mais normalement elle prend appui sur les limites planétaires, c'est ce que vous trouvez à l'extérieur de ce qui s'appelle le donut. Donc le donut, c'est la partie verte centrale, hein, ce donut, donc la partie charnue en vert et le trou à l'intérieur, bien connu des gourmands. Donc on dépasse aujourd'hui très largement ces limites planétaires. Ça veut dire que si on veut réinscrire nos activités dans des limites environnementales, il va falloir qu'on réduise d'une manière ou d'une autre l'impact qu'on a sur l'environnement. Ça peut être réduire nos activités, ça peut être réduire l'impact de nos activités, ça peut être des enjeux d'éco-responsabilité, mais en tout cas, on ne peut pas continuer à faire comme on a toujours fait. Il va falloir qu'on pense différemment la manière de produire globalement nos activités et pour ce qui nous concerne, de produire et de diffuser du spectacle. Donc ça, c'est le cadre de ce qu'elle appelle le plafond environnemental. Il faut qu'on réinscrive nos activités dans ce cadre-là. Le risque, c'est qu'en ne regardant que le plafond environnemental, on ne prenne pas en considération les conséquences sociales, économiques, les enjeux de justice sociale, mais aussi l'utilité qu'avaient nos activités quand on les faisait telles qu'on les faisait jusqu'à aujourd'hui. Si elles avaient lieu, c'est qu'elles répondaient aussi à un besoin, à un souhait, à une attente, à quelque chose de l'ordre de la demande sociale ou sociétale. Et donc ça, c'est le cœur du donut, c'est ce qu'elle appelle le plancher social. Réfléchir à la manière dont on continue à répondre au mieux aux besoins essentiels de l'humanité de manière générale et de notre société en particulier. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont dans le cœur du donut. La question de l'accès à l'eau, la question de l'égalité des revenus, la question de l'éducation, la question de la voix, la question de la démocratie, la question de l'égalité des sexes, etc., etc. Tout ça sont des éléments qui constitueraient un plancher social. Certaines sociétés ont avancé sur ces questions-là, d'autres ne sont pas encore à des niveaux tout à fait satisfaisants. Et donc la théorie du donut, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut réfléchir à une modification de nos activités qui vise à la fois à réinscrire nos activités dans le respect de l'environnement, donc de réinscrire dans le plafond environnemental, tout en ayant un regard sur la manière de remplir le plancher social. Sinon, on passe à côté de la réalité de nos activités. Et c'est ça qui nous a paru être intéressant pour les compagnies, c'est de dire on ne va pas juste se demander comment on réduit notre activité ou comment on réduit l'impact de nos activités, mais on va se demander aussi quelle est notre utilité, comment on met en œuvre nos projets, en quoi ça contribue à agir sur le plancher social pour la compagnie, mais aussi pour la société de manière générale. Et donc on a voulu travailler tout le temps cette articulation entre modification pour respecter le cadre environnemental, mais toujours dans une logique d'amélioration de la projection sociale et sociétale. Voilà. Et donc c'est cet outil qui nous permet de le faire, et c'est à partir de ça qu'on décline le protocole. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la première présentation de Kate Raworth, ce qui faisait partie du plancher social, la culture n'en faisait pas partie. Donc c'est aussi se dire comment on réinscrit, nous, la culture, à un endroit d'enjeu social vital à cet endroit-là, et comment on peut le défendre aussi au travers de nos activités. Parce qu'effectivement, comme le disait Cyril, si on est juste dans une nécessité de diminution de notre empreinte environnementale, on peut se poser, nous, à nos endroits, à nos métiers de création et de diffusion, on va moins produire, on va tourner plus localement, on va revoir notre activité, mais de toute façon, elle aura un impact
sociale négative parce que moins d'emplois, moins de structuration, moins d'appel au décor et aussi, ça peut-être que Simon pourra en parler, mais la question de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre dans nos imaginaires d'artistes, qu'est-ce qu'on a envie de, si on a envie de faire des grosses formes, est-ce qu'on peut les faire, comment ne plus aussi être dans quelque chose de restrictif et de, à un moment donné, réduire l'aspect créatif des artistes. En fait, c'est comment garder un esprit créatif tout en ayant conscience de l'environnement et des impacts que l'on a. C'est vraiment cette réflexion qu'on a voulu mener avec le développement de l'outil. Donc en fait, sur la présentation de ce protocole, on est donc parti de ce qu'avait fait le théâtre de Vidi et ce qu'on expérimentait les différents théâtres européens qui faisaient partie donc, de ce programme Stages. On est parti de ce protocole qui était qui est un pas à pas vraiment avec des outils très très bien définis et essayer de l'adapter au maximum pour les équipes artistiques en se disant que c'est vraiment une réflexion collective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement liée à un artiste ou liée à des personnes qui l'accompagnent, mais d'essayer d'embarquer sans parler de collectif parce que toutes les compagnies ne sont pas structurées de cette façon-là, mais en tout cas de faire intervenir le plus possible tous ceux qui font partie de la compagnie à un moment donné d'un spectacle, de spectacle en tournée, d'une création à venir ou tout ce qui est création participative, les ateliers, enfin voilà, vraiment toutes les chaînes des salariés des compagnies et d'inclure aussi bien les artistes que le personnel administratif, que le personnel technique et d'avoir vraiment un espèce d'échantillon de ce qu'est une compagnie et de pouvoir réfléchir ensemble de comment on inscrit son activité dans le respect des limites planétaires en défendant son utilité sociale et environnementale. Donc on est parti de ce schéma qui avait été fait par Vidi, qui regroupait, je crois, 25 réunions, quelque chose comme ça, au bas mot. Et de se dire, ok, nous on n'y arrivera pas en tant qu'équipe artistique parce que déjà notre première contrainte c'est le temps qu'on a pour se retrouver ensemble et pour faire du fond. Donc c'est comment on peut réduire ce temps de réunion et comment on peut réduire les outils au maximum pour s'intéresser vraiment au cœur de notre réflexion. Donc l'idée c'est que ce soit initié par la direction de l'équipe artistique, donc que ce soit metteur, metteuse en scène, chorégraphe, mais que ça mobilise vraiment le plus de personnes possible au sein de la compagnie. C'est vrai que c'est chouette parce que là pour le coup je parle du côté expérimentation, nous en tant que compagnie, à la première réunion on était une quinzaine et il y avait 5 interprètes, ce qui n'est jamais arrivé dans une seule réunion d'avoir 5 interprètes avec 5 créateurs et 3 personnes de l'administration qui se parlent en même temps en dehors de temps de création. Ça recrée aussi un endroit de dialogue et de se dire bon bah ok, on est ensemble embarqués dans ce projet-là. Ce qu'on a essayé aussi de privilégier, c'est que chacun pouvait intervenir aussi à son endroit, c'est-à-dire que on ne voulait pas enfermer l'ensemble des participants à se dire ok, vous embarquez avec nous pour l'ensemble des réunions, vous essayez de venir quand vous pouvez, et ça c'est un peu à géométrie variable en fonction des équipes artistiques parce qu'on a tout notre fonctionnement propre, mais donc on a créé différents ateliers qui sont mis en place avec chacune une thématique dont on va vous présenter après les différentes phases en fonction du nombre de personnes qui sont engagées. Et pour un peu comme dans une production classique, coordonner tout ça, il y a au sein de l'équipe artistique une personne référente qui est nommée pour préparer les supports de présentation, présenter un peu la démarche. Et ça, dans le protocole, on a un pas à pas qui explique vraiment détail par détail l'ensemble des ateliers, les outils nécessaires, ce dont il faut parler, les appuis ressources sur lesquels la personne référente peut s'appuyer pour présenter l'atelier qui est en cours. Et après, c'est l'idée d'être dans une démarche collaborative où chacun peut un peu exprimer ce qu'il ressent de son expérience de compagnie avec laquelle il est en train de faire le protocole et son endroit de travail qu'il souhaiterait améliorer ou voir se modifier dans sa pratique. Tu veux que je prenne la suite ? Ouais.
Je pense que j'ai un peu évoqué ça. L'idée, c'était d'aller au-delà du diagnostic, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir construire vraiment quelque chose de l'ordre d'une feuille de route, mais qui prenne aussi le temps de se poser la question de la projection de la compagnie, donc dans une approche un peu à la fois prospective, mais aussi un peu stratégique. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette compagnie. On voulait que l'outil serve aussi, au-delà de la dimension environnementale, à constituer un espace de discussion sur l'avenir de la compagnie, sur son positionnement, sur ce qu'elle souhaite faire, sur le sens en fait du projet. Donc voilà, c'était l'objectif. La démarche, c'est une méthode qu'on propose, qui est tout à fait adaptable et qu'on espère être adaptée aux compagnies, mais qui est complètement adaptable en fonction de chaque structure. Les 6 ou 7 compagnies qui ont fait l'expérimentation l'ont toutes fait d'une manière différente. En fait, c'est un outil dont qu'on peut s'approprier, tout simplement. L'idée étant de respecter les grandes phases qu'on va vous présenter ensuite et de le faire dans une logique de participation au maximum des personnes de la structure. Elle vous mène du diagnostic jusqu'à la définition de la feuille de route et du plan d'action. Et ce sur quoi on insiste beaucoup pour le coup avec cet outil et qu'on a beaucoup répété avec les compagnies avec lesquelles on a travaillé et qui va aussi faire partie du document qu'on va remettre une fois que le protocole sera sorti, c'est surtout que ça ne mesure pas l'impact environnemental d'une compagnie. Ça, il y a des bilans carbone qui existent pour ça, qui sont peut-être des compléments d'information, mais en tout cas, ça ne va absolument pas mesurer quoi que ce soit. C'est vraiment juste la question d'un état des lieux et justement d'une mise en action. Ça ne permet absolument pas de comparer les équipes entre elles, c'est-à-dire que le protocole qui sera fait par la compagnie Rodeo et le protocole qui sera fait par la compagnie Lieu-dit, on n'arrivera pas aux mêmes conclusions, on n'arrivera pas forcément aux mêmes actions, parce qu'elles vont venir déjà de nos propres équipes avec notre propre sensibilité artistique, nos propres désirs et nos propres priorités aussi qu'on souhaite placer soit du côté social, soit du côté environnemental, ou vraiment toujours à la limite entre les deux. Voilà, donc il n'y a aucune comparaison et aucun protocole ne sera de la même façon qu'il sera fait de la même façon par les équipes. Le résultat ne sera absolument pas le même, avec des échelles de temps aussi très différentes dans la mise en place des actions. C'est pas un catalogue d'actions non plus engagé, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, le résultat du protocole n'est pas de définir 10 actions à faire, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 50. L'idée c'est qu'elles soient toutes pertinentes à l'endroit du projet de la compagnie et ce n'est pas non plus un outil de négociation et de dialogue social, c'est-à-dire que ça permet de faire un diagnostic et de dire ce qui est fait au sein de l'équipe artistique, mais en aucun cas c'est pour redemander des valorisations, ou en tout cas ça ne peut pas avoir cette visée-là. Voilà. Et donc il y a 3 phases dans ce protocole pour la durabilité. Donc une première phase de diagnostic qui porte sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc pour ça, il y a 2 questionnaires auxquels la compagnie est amenée à répondre. Donc pareil avec tous les différents participants à ces réunions. Donc c'est, je crois que sur le questionnaire de base, il y avait plus d'une centaine de questions. C'est ça, par questionnaire. On les a réduits à une vingtaine. Vraiment pour que ça corresponde aussi, puis on les a un petit peu adaptés pour que ça porte vraiment sur l'impact de la structure sur le plan environnemental, les matériaux qu'on utilise, la mobilité, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, l'alimentation. Et sur les enjeux sociaux, effectivement la question de quel est le type de gouvernance au sein de la compagnie, est-ce que sont pris en compte des questions d'inclusivité, tout ça avec, encore une fois, un caractère non jugeant, c'est juste une cartographie de ce que fait la compagnie et ça permet aussi de se rendre compte de choses qu'on faisait de manière très naturelle et qui pourtant se dénotent un petit peu. Ça permet aussi aux autres partenaires
de l'équipe qui ne sont pas forcément tout le temps avec nous et dans nos enjeux de quotidien, de se rendre compte aussi de ce qu'on peut faire quand on est sur une création ou sur un spectacle en tournée. Donc il y a ces deux questionnaires qu'on remplit et qui nous permettent à la fin d'aboutir à une espèce de diagramme qui est, voilà, en gros, nos axes prioritaires d'engagement. On l'évalue selon un taux d'engagement. Et voilà, de donner un peu cet état des lieux de là où on en est. Ensuite, il y a une phase de prospective pour penser la compagnie durable. Comment on imagine la compagnie dans 10 ans? Alors ça peut à la fois effrayer et susciter beaucoup de désirs. Il y a eu vraiment enfin peut-être vous pourrez nous en dire 2 mots, mais nous quand on l'a fait en compagnie, il y a vraiment une partie de l'équipe qui était là, oh là, là je suis pétrifiée en disant je ne sais pas où on en sera avec le contexte actuel. On était là, bon, on essaye de s'extraire du contexte parce que le contexte va être mouvant aussi, donc c'est comment on se pense aussi dans un monde en mouvement. Et ça a ouvert pour d'autres vraiment un imaginaire hyper fort et hyper foisonnant, pourtant empreint avec beaucoup de réalité en fait, vraiment très ancré avec ce qui est en train de se passer. Donc l'idée c'est de définir un peu quels seraient nos projets, quelles seraient les formes, quel serait le mode de gouvernance, comment serait composée notre équipe aussi entre la direction artistique, les collaborateurs, comment on voit sa compagnie, où est-ce qu'elle serait implantée, est-ce qu'elle serait toujours au même endroit, est-ce qu'elle serait plus loin, avec qui elle travaillerait aussi, quel type de lieu, quel type de structure, enfin voilà, vraiment laisser un peu parler son imaginaire et à partir de cette prospective, définir un plan d'action où chaque personne de l'équipe artistique peut proposer des choses, des actions visant à atteindre cette prospective qui a été faite. Et ça peut être des actions très concrètes, très faciles à mettre en place et d'autres beaucoup plus longues qui peuvent nécessiter plus de temps, plus d'argent. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur chaque action qui est développée, on va pouvoir chacun au sein des équipes avoir notre regard là-dessus. C'est-à-dire un petit exemple, est-ce que vous avez un exemple d'action qui a suscité débat un peu au sein de... Ouais. Est-ce que vous pouvez la citer, cette action, ou une que vous n'avez pas forcément retenue? C'est ça qui peut être intéressant aussi. Non, c'est un truc qu'on a retenu, mais qui a fait débat et qui en même temps est hyper basique. C'était autour de la question de la mise en place des repas végétariens, quand, comment, pourquoi. Et on a tranché que sur la question des DEF, on ne pouvait pas obliger les gens à utiliser leurs DEF pour acheter des repas végétariens, mais que quand on était sur la prise en charge directe, on serait sur du VG pour tout le monde, que c'était d'office, enfin voilà, voire vegan, ou enfin bon, en se posant la question aussi de est-ce que vegan ça n'a pas un impact carbone plus élevé, blablabla. Et la question qui s'est posée, c'est pour nos techniciens qui ont besoin de protéines pour monter et démonter les décors. Et du coup, on s'est posé cette question-là et puis on a tranché, on s'est dit non, végétarien pour tout le monde et tout le temps. Et au cas par cas, si quelqu'un manifeste vraiment un désir de viande... un soir. Voilà, qu'on puisse y répondre, quoi. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est comment, avec les contraintes de chacun, effectivement, les techniciens n'ont pas forcément les mêmes contraintes que les artistes ou que les personnes de l'équipe administrative. Et en fait, il y a des choses qui sont propres à nos secteurs métiers, dont on ne se rend pas compte parce que la mesure nous semble simple, efficace, enfin hyper rapide à mettre en place et hyper concrète, mais en fait elle pose des objections, des freins pour certains d'entre nous. Peut se poser la question par exemple de la construction des décors où nous on a commencé à avoir cette réflexion-là, alors c'est pas une action mais c'est un début de proposition d'action qui doit être formalisée sur les costumes, sur la réutilisation de costumes de seconde main. Mais en fait, c'est un temps de recherche énorme, bien plus long que quand on fait de la création, où on dit moi je veux ça, ou je vais chez H&M, c'est facile, j'achète 3 t-shirts et j'ai ce qu'il me faut. En fait, la recherche, ça a un coût. Donc moi en prod, le créateur costume va me dire moi j'ai besoin de 1 mois de plus.
exprès des chiffres qui sont forts, mais du coup, budgétairement, moi je vais lui dire, ça a un impact. Donc quel est l'entre-deux qu'on peut trouver, ou alors quel est le choix vraiment que l'on fait de se dire, l'endroit de la recherche, on va le poser à cet endroit-là, sur cette création, peut-être parce que le projet le nécessitera à cet endroit-là. Et c'est comment on recrée des endroits de dialogue entre chacune de nos pratiques sur des actions qui, pour nous, à nos endroits, nous sembleraient pas forcément très simples, mais en tout cas évidentes. C'est soulever les nœuds que ça crée. Et ce qui est assez intéressant dans le plan d'action, c'est que donc, chacun formule un peu ses idées, on les met en balance, et donc ces balances-là, elles sont notées, c'est-à-dire qu'est-ce que ça crée à nos endroits, à nos entrées métiers comme possibilité et comme frein. Et ensuite, second plan d'analyse, qu'est-ce que ça crée au niveau du plancher social et du plancher environnemental. Et en ayant ces deux entrées-là, à la fois au sein de notre spécificité d'équipe et à la fois via cette théorie du donut, ensuite ces actions-là sont présentées à tout le monde et la direction, dans un second temps, et ça en plus ça dépend du mode de gouvernance dans lequel on s'inscrit, choisit les actions qu'elle décide de mettre en place de manière immédiate, à moyen, à long terme, en se donnant une espèce de feuille de route sur les actions à mener. Donc ça, voilà, on peut vous montrer la synthèse de la démarche. Donc là, qui est la vingtaine de réunions qu'on a réduit à 9 et qu'on va réduire encore. Peut-être tu peux en dire 2 mots. Vous avez le déroulé qu'on vous a présenté tout à l'heure, une réunion de préparation où en fait on informe l'ensemble des personnes qui vont être concernées par la démarche, et puis après c'est les différentes réunions qui permettent de faire la phase de diagnostic, de prospective et de plan d'action. Voilà, ça peut fonctionner un peu en accordéon. Il y a des compagnies qui ont fait, par exemple, la phase de diagnostic, elles l'ont fait en une seule réunion. La phase de plan d'action, selon que vous ayez besoin d'arbitrage important du côté de la direction ou que vous ayez l'habitude de travailler de manière très horizontale, vous pouvez aussi sauter des temps de réunion. Donc on a quand même essayé de structurer l'ensemble de la démarche. Pour chacune des réunions, il y a un détail, évidemment, une fiche réunion qui est présentée, qui vous indique la durée de la réunion, les outils qui sont proposés, le matériel qu'il faut réunir, le séquençage de la réunion, les questions qu'il faut se poser, etc. Voilà. Donc on a essayé vraiment de faire quelque chose pour que les personnes soient le plus en autonomie possible. Oui. Sur cette synthèse de la démarche, la phase diagnostique et prospective, j'imagine que vous avez bien travaillé sur la question. Mais pour moi, même si c'était un état des lieux de fonctionnement de l'équipe artistique, c'est de la prospective, le diagnostic, et c'est de la perspective, la phase perspective. Alors je ne suis pas sûr de vous suivre, mais... On est sur la prospective. Dans la prospective, il nous semblait que c'était justement analyse d'études et de recherche, état des lieux, recherche, etc., analyse, diagnostic. Alors, le diagnostic, il est focalisé sur les actions existantes au sein de la compagnie qui concourent à la question environnementale et sociale. La prospective, c'est la compagnie en 2035. C'est la compagnie en 2035. Dans 10 ans. Ouais. C'est vraiment le futur. Moi, je le voyais en perspective, d'accord. Oui, on peut appeler perspective, c'est une logique de projection. En fait, on veut être où c'est se fixer un cap, cette idée de prospective. Alors que la première phase, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a déjà fait, sur quoi on peut prendre appui, à quel endroit on a loupé des champs d'intervention, quelle est l'expérience qu'on a pu déjà acquérir. Voilà. Excusez-moi. Non, pas de souci. Pardon. Oui. Hyper intéressant. Qui anime chaque réunion pour vous? Alors ça dépend. Normalement, l'outil est suffisamment abouti pour qu'il puisse s'animer de par lui-même. Il n'y a pas besoin de nommer un animateur en tant que tel. Il y a eu plusieurs situations, soit des groupes qui sont vraiment mis en autonomie, qui ont découvert un peu les outils ensemble, etc. Soit c'est le référent qui a pris le rôle d'animateur de la démarche, et donc en début de réunion, qui anime, c'est toi qui connais le mieux, donc c'est toi qui vas animer. Et parfois ça a été de l'animation tournante. Certains ont dit
moi sur le diagnostic, je ne suis pas à l'aise, je te le laisse. Par contre, je veux bien, ça m'intéresse bien la prospective, je vais prendre cet atelier-là. Voilà. Donc il y a eu des cas de figure très différents selon les compagnies. Chez vous, je ne sais pas comment... On a fait en tournant. Ouais. Enfin, il y avait 2 personnes plutôt référentes et on s'est partagé les trucs. Donc, je sais pas, moi j'ai animé J'ai animé la prospective. Ouais, j'ai animé le futur. Ça, pour le coup, ça a été un retour un peu collectif où on s'est dit par rapport un peu au premier retour d'expérience de ceux qui étaient arrivés jusqu'à cette réunion que la prospective, ça doit être porté par le directeur ou la directrice artistique parce que c'est aussi sa compagnie, son projet qui normalement devrait vivre les 10 prochaines années et que les collaborateurs ont toute leur part là-dedans, mais c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus mouvant. Et donc pour insuffler aussi une dynamique comme quand on crée un nouveau projet et qu'on emballe un peu tous ses collaborateurs et à la fois les artistes et les techniciens, ça nous semblait en tout cas plus logique que cette partie-là de la réunion, oui c'est ça, maintenant on renomme atelier, soit pris en charge par l'artiste. Ouais. Et après, oui, ça tourne. Il y a sur les différents outils qui sont mis en place et que, en principe, on peut découvrir le jour de la réunion. C'est-à-dire que ça ne demande pas une formation aussi préalable. On arrive avec ce qu'on sait de la biodiversité, ce qu'on sait de la transition écologique, ce qu'on sait de l'impact social qu'on a, nous, à titre individuel et au titre de notre fonction dans une équipe artistique. Nous, on a un document support qui va appuyer certaines, plus pour le plan d'action, en fait, plus en termes de ressources pour pouvoir alimenter la réflexion sur le plan d'action, pour se dire, ah tiens, si je propose la question de l'alimentation, quelles sont les données que j'ai sur l'alimentation, quels sont les sites sur lesquels je peux me renseigner, voilà, pour donner quelques appuis, mais tout le reste peut vraiment se faire en autonomie. Et après, on a des gens, nous, au sein de notre équipe, par exemple, qui nous ont dit, ah non, mais moi, si j'ai pas les tableaux une semaine avant, je sais pas dans quoi je m'embarque, j'ai besoin de pouvoir lire et savoir de quoi on va vraiment parler avant, donc on les a envoyés. Et il y en a qui nous ont dit non, moi je découvre, j'arrive frais, je suis là, dispo, et on le fait en allant. Donc l'idée c'est que vraiment le protocole, on définit un cadre qui n'est pas du tout strict, qui donne vraiment toutes les clés pour qu'ensuite les compagnies puissent l'adapter vraiment à son fonctionnement, pour que ce soit le plus... le reflet aussi de ce qu'elle est. Il y a des compagnies, vous l'avez fait assez rapidement, me semble-t-il, le protocole, de manière assez resserrée. Nous, ça fait 4 mois qu'on est dessus. Parce qu'on essaye de réunir le plus de collaborateurs possible. On avait aussi envie, entre la phase de diagnostic et la phase de prospective, de se laisser un temps pour digérer les informations. Il y en a qui ont préféré le faire en 4 jours, en enchaînant les réunions les unes après les autres parce que tout le monde était là. Enfin, voilà, tout le monde peut l'utiliser un peu de la manière dont il le souhaite, et nous on pourra faire que des retours d'expérience sur nous ça a fonctionné, ça un peu moins, mais ça ne dit en aucun cas, comme on disait, c'est pas un outil de comparaison. Donc en fait on est très libre là-dessus. En revanche, c'est vrai que sur cette question de porter les réunions, ça a quand même un enjeu qui est celui du temps qu'on peut consacrer. Au-delà de la connaissance du sujet, je pense qu'on partait tous à peu près du même niveau. Donc la phase de préparation, on l'a faite. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps-là et qu'il faut quand même porter l'organisation de réunions. Ça paraît idiot, mais ça prend du temps. Il faut trouver un lieu, faire en sorte que les équipes qui sont éclatées parfois géographiquiquement se réunissent et les mobiliser. C'est quand même du temps, et c'est pour ça que nous, très vite, en fait, on s'est mis avec Bérangère qui co-dirige la compagnie avec Simon et moi qui sommes emparés du projet. Mais assez vite, on s'est dit que déjà dans l'animation, il y en avait une qui animait et l'autre qui tapait les réponses, parce qu'il faut quand même garder une trace. On trouvait difficile de faire les deux. Après, je ne parle que pour nous, mais voilà, pour ça. Oui, c'est intéressant juste pour savoir, nous, où est-ce que les petits endroits où ça a pu un peu accrocher. Et puis qu'assez vite, nous, on a eu aussi envie de participer aux réunions en tant que dans la réflexion, et qu'en l'animant, on ne pouvait pas le faire. Et du coup, on s'est mis à nouveau sur les bancs et on a demandé à d'autres collègues de les animer. Il y a JC, notre régisseur général, qui en a animé une avec notre chargé de diff. Et nous, du coup, avec Bérangère, on a pu aussi participer différemment à un autre endroit. Et puis ça reflétait aussi la collectivité de réflexion qu'on a dans la compagnie. Mais voilà, ça nous ressemble. Mais en même temps, nous aussi, à titre perso, ça nous soulageait. Voilà. Donc c'est quand même assez lourd, malgré tout. Voilà. Une deuxième question. La phase prospective en atelier de 3 heures,
ça me paraît très très peu. Oui, c'est un temps. Enfin, quand vous dites on essaye de réduire, enfin, moi je suis coach dans notre secteur, travailler sur une vision, ça prend... C'est pour ça que c'est parfois le temps qu'on laisse entre deux qui permet aussi de continuer. En fait, nous, je ne sais pas comment elles étaient collées à ce moment-là, les réunions, mais c'est vrai qu'à la suite de la phase prospective, comme on était assez nombreux, on avait divisé notre groupe en deux pour travailler là-dessus, pour que chacun aussi ait un peu un temps de parole qui lui soit un peu dédié. Et en fait, 3 heures, ça ne nous a pas suffi. Donc on a mordu sur la réunion d'après où on a pris 1 heure de plus. Mais il s'était écoulé 2 semaines. Et ça nous avait aussi permis de faire un petit cheminement et de se dire « Ah ok, ce qui a été dit, je me retrouve à cet endroit-là, celui-là un peu moins. » Et je pense que finalement, l'idée, c'est pas d'arriver à un consensus. C'est juste arriver avec des idées et de se dire « Ok, nous... la compagnie se projette de cette façon-là, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste réactiver le désir et l'envie de travailler ensemble, de porter des projets ensemble et comment on le fait. Et c'est après la phase d'action où on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus concret. Mais en fait, on a essayé de cadrer les durées, parce que si on ne met pas de durée, voilà, là c'est vraiment sans fin et personne n'ira au bout de la démarche. Le fait de pouvoir mettre un peu des temps permet quand même de se dire ok, il faut quand même qu'on avance, et ça ne veut pas dire qu'on dit moins de choses, pas du tout, mais en tout cas ça donne un petit cap, Comment vous l'avez traversé, vous, réunion de 3 heures? Alors peut-être avant de parler de ça, je sais pas, en fait, est-ce que c'est déjà le moment du retour des... Ça peut. Juste là pour vous montrer, en gros, l'idée après, si je repasse juste sur ça. Contextualiser le truc. Ouais, sur la. On présente les outils. Je finis juste la validation. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que donc il y a la direction, en tout cas le mode de gouvernance de la compagnie qui choisit donc le plan d'action par rapport aux propositions qui ont été faites par l'équipe. Donc encore une fois, ça peut être vraiment à géométrie variable. Il peut y avoir 15 propositions et 2 retenues, 50 propositions et 20 retenues, etc. Avec l'idée d'un échelonnement de ces actions-là et une priorisation aussi, de se dire « Ah, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est plutôt agir sur l'alimentation ou agir sur la mobilité ?» Voilà, de définir un peu vraiment son plan d'action. Et on met les réunions 9 et plus, c'est le suivi et les ajustements, c'est-à-dire se refaire des points d'étape régulièrement sur une durée à définir par la compagnie, de se dire tous les 4 mois ou tous les 6 mois, on regarde un peu ce qu'on a réussi à mettre en place, ce qui nous a posé problème, ce qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'en fait, vraiment, là il y a une question de moyens qu'on n'arrive pas à résoudre ou les contraintes de production font que on ne peut pas faire un décor éco-conçu parce que l'atelier avec lequel on va travailler ne le fait pas. Et du coup, on est un peu confronté aussi au réel pour suivre l'évolution de ces ajustements. Et ça peut être aussi l'occasion de se reposer la question, de se dire « Ah tiens, on avait mis celle-ci de côté, est-ce que maintenant on ne peut pas la réintégrer ?» Parce que le contexte de la compagnie bouge aussi. Enfin, c'est l'avantage peut-être qu'on peut avoir par rapport à des structures, c'est qu'on a une force d'adaptabilité qui est beaucoup plus forte et de réaction aussi au contexte qui est forte et du coup qui fait qu'on peut aussi repêcher les actions. Donc là, c'était juste pour vous montrer rapidement donc les 2 outils, une partie des outils. Donc celui de gauche qui est le questionnaire d'autodiagnostic, qui est en l'occurrence celui du plafond écologique. Donc l'idée, c'est que vous voyez, il y a une série de questions et on se met une note, donc c'est ce qu'on a en vert, un peu en dégradé, sur un niveau d'engagement. Encore une fois, ce n'est pas une note, mais c'est juste un constat de ce qu'on fait. Et on l'illustre toujours par des exemples. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de cocher des cases et dire oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, mais de se dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur la question... est-ce qu'on prend en compte la biodiversité dans la compagnie? C'est pas uniquement oui, non. Si c'est oui, à quel endroit? Si c'est on voit qu'il y a un endroit de progression. Enfin, on essaye d'illustrer pour qu'aussi l'ensemble de la compagnie prenne conscience de ce qui existe déjà ou des angles morts en fait. Et là, vous avez le tableau prospective à droite. Donc il y a un tableau qu'on peut reproduire sur un paperboard avec quelques questions clés pour nous orienter dans la réflexion. Voilà, ça c'est
2 exemples d'outils sur lesquels on a travaillé. Et après, voilà, j'avais un petit retour d'expérience et puis vous pouvez en parler un petit peu pour dire comment ça s'est passé pour vous. Ouais. En fait, pour répondre à comment on a organisé les réunions, pour recontextualiser, on a été invité à prendre part à cette chose-là et aussi à dresser notre bilan carbone. Donc c'est un gros package qui a mobilisé un engagement fort de l'équipe et entre guillemets, sans ressources financières pour le mettre en place, sur nos ressources propres. C'était ma question. C'est important de le dire. Nous, on a fait ce choix de le faire. On estime qu'on est conventionné, qu'on a la permanence artistique, qu'on est une équipe structurée, etc. Et on a aussi pris cette décision à un moment de contexte où on voyait notre volume de diffusion fondre comme neige au soleil. Et on s'est dit, il y a des emplois permanents au sein de la structure. Il s'agit quand même d'avoir du travail. Et du coup, on s'est dit, ok, tant mieux, investissons entre guillemets cet argent pour le bien commun, rendre aussi une partie de ce qu'on reçoit à la communauté. On est des hippies, quoi, en gros. Et évidemment, la question de l'entrée sociale, pour nous, elle a été aussi hyper importante. À la compagnie, vraiment très vite avec Bérangère, qui est co-directrice de la compagnie, on a très vite identifié, et à un moment où la compagnie était encore très jeune, que l'outil compagnie, c'était une manière d'avoir une vision de quel monde du travail on a envie de défendre, quelles valeurs on veut injecter dedans. Et du coup, cet outil nous a beaucoup parlé. La notion de plancher social, du coup, elle était super cool. Et je me rappelle que le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, c'était le moment où on commençait à avoir les annonces de coupes budgétaires. Et on était là en mode, mais comment on va faire pour parler de plancher social alors que c'est hyper mouvant, quoi, en fait, qu'on n'a plus de repères, que tout ce qu'on fait ou qu'on a fait se défait, enfin, voilà. Et du coup, forgé sur les valeurs qu'on a à la compagnie, nous on a décidé de mettre en place ces réunions en présentiel et de salarier l'ensemble des personnes qui y participeraient. Donc ça représente quand même un coût, mais on s'est dit on ne peut pas réfléchir sur la question du plancher social en demandant à nos salariés de venir bosser bénévolement pour développer le projet de la compagnie, c'est pas possible. On l'assume, mais ça a eu un coût et ça a été assez lourd, surtout que du coup on a décidé de faire ça en présentiel, qu'on a une équipe qui est un peu dispatchée partout. Et c'est pour en venir à comment on a organisé le truc. Évidemment, on a fait des journées où on disait ok, aujourd'hui on fait phase 3, 4, 5, on fait 3 réunions, quoi, et on y va. On en profitait aussi pour faire des réunions d'équipe qu'on fait de toute façon mensuellement. Et du coup, tout ça, ça a eu des effets, je pense, sur la manière dont on a traversé les différentes phases du protocole. Et par exemple, est-ce qu'on peut revenir aux phases des trucs? Ouais. Juste. Exemple, proposition d'action et d'expérimentation et présentation des propositions d'action et études de faisabilité. En fait, on a skippé le 6 parce qu'on avait fait le 5 tous ensemble et que donc on avait tous l'idée des actions et des expérimentations et qu'en même temps qu'on les nommait, on voyait bien ce qui était faisable ou pas. Et donc on a dit, allez, on gagne 2 heures pour mettre à bien sur la suite du processus, quoi. Enfin, ou revenir aussi... en fait... J'ai une question. Ouais. Alors, ce programme-là, c'est le programme... c'est un programme européen, c'est ça? Non. Là, pour le coup, c'est un projet national. National. D'accord, mais... À l'origine, c'est un projet européen. À l'origine, c'était un projet européen. Pour les théâtres. Pour les théâtres. Ouais. Le national a repris... parce que là, vous procédez comme un projet de coopération, comme les budgets européens, c'est-à-dire plusieurs structures, un panel de structures et travailler sur... À la différence, c'est que là, ce projet, il est porté par une seule structure. Après, on travaille avec d'autres équipes qui ont bien voulu s'intégrer au projet.
Donc c'est un projet d'expérimentation qu'on fait. La coopération. Oui, mais on ne le dépose pas tous ensemble, ce projet-là. D'accord, il y a une entité, il y a l'opérateur et les coopérateurs. Donc c'est un schéma européen quasiment. Et donc ça a été repris national. Et donc la structure, le coordinateur, c'est ça, ou l'opérationnel, on va dire, a la charge, en effet, de travailler sur combien de temps, sur un laps de temps, et de faire un outil, une boîte à outils, pour amener à une labellisation, entre guillemets, de certaines associations, enfin de compagnies théâtrales. Et donc les panels qui ont été choisis, enfin ceux qui se sont greffés au fur et à mesure, c'est quoi les structures? C'est des structures de 3 personnes, de 10, 15, 20? C'est très variable. En fait, sur les compagnies qui ont été identifiées, l'idée c'était effectivement d'avoir un peu tous les champs de la création spectacle vivant, donc musique, théâtre, etc. Et d'avoir des entités de structures différentes. Alors elles sont toutes conventionnées pour le coup, mais Anna Compagnie, qui est une équipe de musique, c'est une personne. Par Audevel, il y a 4 ou 5 permanents, je ne sais plus, et donc d'un budget à un autre. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir une pluralité. Donc en fait l'esthétique compte peu, mais il fallait une représentation parce que c'est chant spectacle vivant, mais c'est l'intérieur de ce que fait la compagnie, c'est-à-dire le nombre de dates de diffusion, donc c'était sur une année donnée, le nombre de projets créés ces 3 dernières années, la taille des équipes, les budgets, la mobilité à l'international, voilà, différents critères pour avoir l'échantillon, on va dire pour la partie bilan carbone, et là j'insiste, le plus représentatif possible. La question du protocole, elle est déconnectée du bilan carbone. N'importe qui, n'importe quelle équipe peut à terme s'en saisir, c'est vraiment notre souhait. C'est sûr que là, la question, nous, qu'on s'est beaucoup posé avec les retours qu'on a fait en plénière avec les autres équipes artistiques, c'est que là, ce sont des compagnies qui ont effectivement une structure, on va dire, solide pour le faire, des permanents ou équivalents permanents et qui ont du temps pour le développer. C'est vrai qu'on va, dans nous, la façon dont on va remodeler l'outil pour sa sortie cet été, c'est qu'il soit de plus en plus adaptable pour des équipes plus moyennes aussi qui ont envie de s'emparer de ces questions-là. Parce que, in fine, nous, on propose un schéma qui permet d'affirmer ou de réaffirmer, c'est ce que Rodéo nous disait, vraiment la question du projet de compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'on est compagnie et quels sont les projets qu'on porte, aussi bien artistiques que comment on les met en œuvre dans un environnement environnemental qui change et dans un environnement social pour lesquels on a des valeurs qu'on souhaite préserver, développer, etc. C'est vraiment la finalité de cet outil-là. Mais effectivement, là, pour l'expérimentation, ce sont des compagnies plus solides, on va dire, qui y ont pris part. Mais quoique, quand on est tout seul, en fait, ça veut dire qu'on fait la prod, la diff, la com donc pour sa compagnie et en plus un protocole. Donc au final, on peut quand même se poser la question de... Oui, parce qu'il y a quand même des données scientifiques, sociologiques. C'est plus empirique que ça, le processus. C'est vraiment nos valeurs. Vous repartez sur la fleur, sur le schéma de cet économiste. Non, pas tellement. En fait, c'est fondu dans les questions. On s'en rend même pas compte. On répond pas aux donuts quand on regarde pas les différentes limites planétaires. Juste, on répond à des questions qui correspondent à ces limites-là, qui correspondent à la société dans laquelle on vit. Mais ça ne nécessite pas de connaissances vraiment préalables. Vraiment pas. Cet outil va être libre, va être accessible pour toute personne qui souhaite faire du théâtre. Ouais. Et peut par la suite peut-être permettre à ces structures-là d'avoir une labellisation, c'est ça? Non, il n'y a pas de labellisation après. Non, pas du tout. Non. Empreinte carbone, etc. Ça rien. Ce n'est pas un outil d'empreinte carbone. Vraiment, on insiste là-dessus. Non, rien, pas du tout. Mais par contre, nous, on a eu accès aux résultats de notre bilan carbone a posteriori. Et je me dis que des fois, sur la définition même du plan d'action, quand même un peu savoir c'est quoi ta forme un peu d'empreinte carbone, c'est peut-être pas mal pour l'ordre de priorité des chantiers. On va prendre appui sur le référentiel qui a été fait avec les 9 ou 10 bilans carbone qui ont été réalisés pour pouvoir donner quand même
dans les ressources, voilà ce que c'est que le bilan carbone d'une compagnie, voilà comment ça se structure. Mais l'outil ne permet pas de faire bilan de carbone. Il n'y a quasiment aucune mesure chiffrée dans cet outil, volontairement. Et même sur les plans d'action, on accepte assez largement l'imperfection de la démarche. Le but, c'est de se mettre en mouvement et de se mettre en mouvement collectivement. Et c'est pas grave si la première année, on n'est pas à l'endroit parfait de l'action qu'il aurait fallu mettre en place au regard du bilan carbone si on l'avait fait. L'important, c'est que la démarche et la pensée collective, elles soient enclenchées sur ces sujets-là. Donc vraiment, c'est catalysé, synthétisé. Exactement. Parce que il me semble quand même que les acteurs culturels et artistiques, c'est leur travail à la base, quoi, c'est le BABA. Après, moi, j'ai jamais travaillé dans des grandes structures comme celle-ci. Peut-être qu'en effet, il y a besoin de faire du lien, de réfléchir à la transformation des équipes, des lieux, etc. Du moyen de gouvernance et tout, peut-être voilà, de réévaluer un peu nos positions. Mais je pense quand même que l'artiste, toutes les questions qui sont abordées sur l'écologie, sur le social, sur l'ancrage territorial, etc., c'est l'ADN d'un artiste. Peut-être d'un artiste, mais pas tous les artistes. Est-ce que l'ensemble de l'équipe artistique est mobilisée sur ces questions-là? C'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est pas le retour c'est plutôt le retour qu'on a eu des équipes, je vais le dire autrement, de nous dire en fait c'était super d'avoir un outil qui nous permet de traiter ces sujets-là, de c'est quoi notre compagnie, c'est quoi notre projet commun, en dehors de c'est quoi la création sur laquelle on bosse ensemble. Ce qui fait liant dans la compagnie, c'est le projet de création. Avec des équipes qui bougent, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, etc., etc. Le projet de la compagnie, il est porté par la direction et son équipe permanente. Mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment, ou assez peu, où cette direction va réunir l'ensemble des personnes avec qui elle bosse en disant c'est ça qu'on est en train de faire ensemble. On n'est pas juste en train de créer, on est en train de défendre tel positionnement, telle vision du monde, tel choix culturel et donc artistique. Le retour qu'on a des compagnies, c'est plutôt ça, c'est plutôt de dire cet espace-là, il nous a permis un peu de faire communauté autour d'un projet de compagnie et pas communauté autour d'un projet de création de spectacle. Moi, à titre perso, juste pour rebondir 2 secondes là-dessus, c'est la première fois où je suis du côté de l'administratif et c'est la première fois où j'ai été inclus dans le projet de la compagnie qui souvent est lié uniquement à l'artistique. Donc pour moi, c'est un ici total. Et au-delà des questions du rapport au travail, qui sont des choses qu'en effet sont portées par la compagnie, mais pour le coup, j'en ai fait quand même un certain nombre. C'est pas toujours le cas, c'est pas pour ça que c'est compliqué de travailler, mais c'est pas forcément une réflexion. Alors là, on est carrément allé à l'ultime de ça, c'est d'inclure tous les membres de l'équipe, quel que soit leur domaine d'intervention, dans le projet de la compagnie. Pour moi, c'est un inédit total. Ah, ok. Bon, je l'apprends. Du coup, j'ai une petite question par rapport à vous. Vous avez fait un bilan carbone avec, et vous disiez que ça peut être pas mal, notamment au moment des questions du plan d'action et des propositions d'action, d'avoir quand même une idée un peu là-dessus. Alors, en tant que faire un bilan carbone pour une petite structure, c'est compliqué, mais du coup, c'est quand même bien d'avoir ça, un petit peu quelque part. Alors, parce que j'ai fait pas mal de trucs un peu sur l'écologie dans le spectacle vivant, et il y a Arriva qui a fait un super outil qui s'appelle Seeds et qui permet en fait vraiment de calculer l'empreinte carbone de chacun des projets et aussi de la compagnie. Et du coup, ça permet d'avoir des données chiffrées. Alors, c'est jamais aussi bien qu'un bilan carbone complet, mais ça quand même donne une sacrée idée. Et du coup, voilà, est-ce que vous pensez que c'est bien quand même d'avoir ces 2 trucs ensemble? Ou est-ce que justement ça peut parfois restreindre un peu tout ce qui est prospective et bilan d'action en disant ah bah oui, mais c'est vrai qu'on a quand même une empreinte carbone là, comme ça. Donc en fait, est-ce que tout de suite ça coupe pas un peu la Moi je pense, là en l'occurrence, ce qui était. Le fait d'avoir eu accès au bilan carbone, moi j'ai été hyper étonné, c'est-à-dire que j'avais des hypothèses qui en fait se vérifient pas du tout dans les proportions de masse carbonée, voilà. Pour moi, c'est pas tant pour la mise en place du plan d'action, mais plutôt sur l'arbitrage des priorités. Parce que, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. Je veux dire, les repas végétariens, c'est rien, c'est dans la feuille de route, c'est un positionnement, mais je sais pas, là, pour parler un peu des actions concrètes aussi qu'on est en train de mettre en place,
on va quitter tous les trucs du type Dropbox et compagnie, on va se créer notre propre NAS, avoir un serveur. Et c'est pas que sur la question de l'empreinte carbone pure, c'est aussi une manière de dire, et ben notre NAS, il va être allumé à des heures de bureau. Et du coup, les gens, ils accéderont pas aux données du travail en dehors des heures du bureau, mais peut-être parce que c'est bien qu'ils vivent leur vie, en fait, de pas salariés. Et on n'a pas aussi l'argent tous les mois au Big Data, il y a aussi toutes ces voilà. Et donc, et ce truc-là, franchement, c'est assez simple à mettre en place. On ne l'a pas encore fait, mais c'est dans les projections, là, dans les premières actions qu'on va mettre en place. Typiquement aussi, sur le transport du décor, on a décidé qu'à partir de maintenant, on enverra un devis du transport décor normal et un devis électrique, en sensibilisant les lieux qui nous accueillent, et c'est eux qui se positionneront, parce qu'il n'y a pas de raison que ça nous retombe dessus économiquement. Tout comme la mise en place des repas VG, c'est pas juste un rider en disant coucou, nous on est tous des VG et tout ça, c'est de dire on attire votre attention sur ce régime alimentaire particulier, voilà une idée de repas que vous pouvez nous servir autre qu'un dalle de lentilles ou des omelettes, quoi. Enfin, ou j'en sais rien, mais parce que sinon c'est un... Ouais, c'est... Et dernière question, pardon, dans ce processus-là, on parle beaucoup d'équipes artistiques, etc., mais les compagnies, c'est quand même des associations loi 1901, où techniquement on a aussi un bureau, il y a un peu des directions aussi comme ça. Est-ce que vous avez, alors, je ne sais pas qui sont ces personnes-là pour vous, mais est-ce que vous avez inclus dans ce processus ou pas, juste à titre d'information, parce que ça dépend aussi du lien qu'on a avec le bureau, le conseil d'administration, etc., mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré aussi ces personnes-là dans ce... Nous, on a la chance d'avoir un président très très présent déjà sur la vie associative de la compagnie. Okay. Et j'avoue, je ne sais pas si on l'a informé / invité à tout ça, mais juste parce que c'est un volume horaire quand même très conséquent. Bien sûr. Et du coup... Après, pour le coup, dans le protocole, on indique justement, ça fait partie des parties prenantes, de la gouvernance, et ça dépend de son rapport avec son président, son trésorier, etc. Mais ils peuvent totalement être invités. Comme on peut inviter son cabinet comptable quand on en a un, pour qu'aussi le dialogue se fasse à tous les endroits des parties prenantes qui travaillent avec l'équipe. Je suis désolée, je vais devoir vous couper, mais parce que du coup, les conversations des ateliers s'enchaînent et il est déjà 15h20. Et du coup, vous avez sûrement d'autres dans le programme et d'autres personnes vont venir ici. Juste pour conclure, le protocole, il est en train la phase d'expérimentation est terminée. On a récupéré l'ensemble on a fait tous les retours d'expérience. Donc on est en train de finaliser l'outil qui va être accessible avant l'été ou la rentrée. Ou la rentrée, bon, il va être accessible dans quelques mois sur les internets. Ouais. On va créer une plateforme. D'accord. C'est la culture. Voilà. En fait, sous quel nom on peut avoir une chance de le trouver? Si jamais ça ne nous arrive pas par des canaux naturels. Sous quel nom? Sous quel nom? Il faut qu'on vote pour le nom final. En tout cas, il sera accessible sur notre site de compagnie. Donc nous, Lieu-dit, on ne va pas changer tout de suite notre compagnie. On va essayer aussi de faire en sorte que toutes les compagnies qui ont participé puissent l'héberger. Ce sera aussi sur le site du ministère. Et MC 93 peut-être? À voir. À voir. Allez-vous héberger le protocole de durabilité des équipes? En tout cas, l'idée, c'est qu'il soit le partagé. Arviva, Arsena seront aussi des relais d'information sur l'outil, sans problème. Bravo. Merci. Merci à vous.